C'est bon? Ok. Donc, merci beaucoup. Donc, bienvenue. Donc, toujours, c'est un plaisir de rencontrer nos collègues et nos amis marocains et étrangers, bien sûr. Et ce rendez-vous-là de printemps du service d'urologie et du CHU de Fès, donc on essaye de maintenir cette habitude. Et bien sûr, j'espère bien que de plus en plus, ces journées-là seront donc enrichissantes, à la fois pour les urologues de la région de Fès-Meknès, mais aussi ça peut être aussi intéressant pour les urologues tout venant du Maroc. Donc aujourd'hui, je vais faire une présentation sur la position utilisée dans la chirurgie percutanée. Donc cette position qui était au début, bien sûr, en décubitus ventral, la position prone, et qui s'est développée par la suite en position supine, la position décubitus dorsal, qui suscite jusqu'à maintenant un sujet de débat et plusieurs discussions. Donc c'est pour cette raison on a essayé de parler sur cette voie d'abord, parce que bien sûr avec l'évolution technologique en matière de la prise en charge de la lithiase, l'avènement des nouvelles lasers, le traitement par chirurgie combinée, a permis en fait de voir et de penser à développer aussi bien la meilleure position pour cette chirurgie. Donc, comme je viens de dire, que cette chirurgie percutanée a bien commencé depuis les années 80, avec le maître professeur Aken. Cette chirurgie percutanée a eu un âge d'or à ce moment-là. Et cette technique a commencé à se développer. Bien sûr, ça a commencé par la position prone, qui s'est développée par la suite en position de Valdivia, donc la position supine vers la fin des années 80, et ensuite le développement aussi de la chirurgie mini-invasive, ce qu'on appelle la mini-NRPC, qui s'est développée au début pour la chirurgie percutanée chez l'enfant, mais qui commence à devenir de plus en plus le standard, même chez les adultes. Donc cette chirurgie percutanée n'a pas cessé d'évoluer. Donc la position supine qui a été bien instaurée et bien standardisée en 1998, qui a été publié. Donc professeur Valdivia a publié un très beau travail dans le Journal of Urology, qui est le journal phare de la communauté urologique en 1998, où il a publié plus de 500 cas. En 2001, on commence à parler de la mini-NRPC. En 2003, on parle d'une ponction guidée par l'endoscopie, qui s'est développée par la suite, ce qu'on appelle la chirurgie combinée intrarénale, qui permet en fait de traiter le problème des calculs résiduels ou des calculs qui sont dans une calice où on n'arrive pas à l'aborder par un seul voie d'abord ou deux voies d'abord. Ensuite, on parle de plus en plus ce qu'on appelle la micro-NRPC, l'ultra-mini-NRPC, en 2011 et en 2013. Donc on voit très très bien que cette évolution, elle est là avec le temps. Et donc la question ici, bien sûr, la position prone, les urologues, ils ont commencé à faire cette technique en position prone. En général, ils la trouvent une voie de prédilection beaucoup plus simple, parce que dans les années 80, c'était la voie de prédilection, vu l'absence bien sûr du scanner, de l'échographie. Mais cette voie d'abord, le problème, c'est que c'est une voie d'abord qui pose un problème, surtout pour les anesthésistes, parce qu'on va commencer en décubitus dorsal. Ensuite, il faut changer la position pour devenir en décubitus ventral. Et là, il y aura des difficultés, surtout anesthésiques. Donc, c'est pour cette raison que professeur Valdivia a pensé à changer ce dogme-là, à penser à cette position supine. Ses avantages, bien sûr, on va voir par la suite le gain du temps, le confort pour le chirurgien, le malade, mais aussi l'anesthésiste, et elle permet surtout le traitement combiné. Et aussi, cette voie d'abord, elle va bénéficier
donc amplement par l'utilisation de nouvelles générations de lasers, du traitement combiné, etc., etc. Donc ici, vous voyez bien que la première pilostomie a été réalisée donc, en 1955 par Godwin. Ensuite, donc, c'est une voie d'abord qui était simple et facile parce qu'on a un accès direct en rétropéritoine vers le rein. Et donc, on peut ponctionner un rein parfois, même sans échographie et sans scanner au préalable. Donc, c'est une voie d'abord. On fait, bien sûr, il faut utiliser un bio sur le thorax, un bio, bien sûr, sur la région lombaire et parfois un bio donc, sous les jambes. Alors, le problème, c'est qu'il faut faire tout d'abord la montée de sonde avec son temps qui prend, bien sûr, et repositionner le patient. Alors, on aura des difficultés anesthésiques, surtout lorsque le patient il est obèse. Et donc ici, c'est pour cette raison, donc Valdivia a pensé à un nouveau concept, notamment la position supine. Donc, pourquoi la position prone, elle pose de problème? Parce que lorsque le patient il est en décubitus ventrale, donc la ventilation pulmonaire elle est réduite. Donc, vu que l'élévation diaphragmatique, elle ne se fait pas de façon normale, en particulier chez les patients obèses, retour veineux qui est difficile, compression de la veine cave, un risque iatrogène parce que le patient il va avoir une voie veineuse, il va avoir une sonde urétérale, une sonde vésicale. Donc, avec le changement de position, on peut avoir donc un risque iatrogène qui n'est pas négligeable. Et en plus, le patient, on ne peut pas le faire sous anesthésie locale ou régionale. Il faut absolument le faire sous anesthésie générale. Et parfois, on peut avoir une intubation endotrachéale qui est difficile. Alors, en plus de ça, il faut ajouter que cette position, on va le voir par la suite, que c'est une position qui permet en fait d'exposer le chirurgien à plus de risques d'irradiation. On va la voir par la suite. Et donc, ces difficultés anesthésiques et logistiques laborieuses, il faut dire honnêtement, ça n'a pas encouragé tous les urologues à adopter cette voie d'abord. Et on voit très très bien que pas mal d'équipes qu'ils ont commencé cette technique et qu'ils l'ont abandonnée au fil du temps. Donc ici, donc, en 1987, donc, c'est la première description de la position supine par professeur José Gabriel Valdivia, ce gentleman donc, qui a eu l'honneur, donc il est le père donc, de la position supine. Donc il a développé un concept qui est très simple, le fait de mettre un 3 litres, donc on a l'habitude d'utiliser en urologie pour les résections et tout. On peut le mettre sur la fosse lombaire, ça permet en fait de dégager une région où on peut ponctionner sous la 12e côte et derrière la ligne axillaire postérieure. Donc il a fait le premier papier dans un journal espagnol, le Arch Espagnol Urologie, donc en 1987. Ensuite, en 1990, dans le journal of Urologie, il a fait en fait pour essayer de vulgariser cette technique ou d'attirer l'attention de la communauté urologique, où il a fait même un titre un peu donc, provocateur. Pourquoi il faut toujours utiliser donc, la voie supine? Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie d'abord? Alors ensuite, il a commencé à faire cette technique sur plusieurs malades. Et là, donc, il a eu une série qui est très respectable, plus de 500 patients, où il a pu la publier dans un journal américain, c'est le Journal of Urology, donc en 1998, donc, et qui a en fait permis de faire entrer cette technique dans le champ donc, des voies d'abord pour la chirurgie percutanée. Alors, cette technique, avec le temps, a été développée parce qu'elle permet bien sûr l'accès vers la région donc, rétropéritonéale ou d'abord percutanée, mais on peut aussi profiter de cette voie d'abord pour accéder donc, par voie basse, notamment donc, à un abord endoscopique rétrograde. Et là, on a développé une nouvelle, donc on a modifié cette technique, ce qu'on appelle la position supine modifiée en Galdacao. Donc c'était l'hôpital où a été décrite cette technique par Ebarluzia en 2007. Et donc, le patient, bien sûr, il est placé en position supine modifiée, avec la jambe homolatérale tendue et la jambe contralatérale surélevée et fléchée. Donc, ici, on voit bien donc, l'installation du patient. Donc, on met un sac de 3 litres sous la fosse lombaire. Alors, ici, il faut faire attention que la fosse lombaire, elle ne doit pas sortir de la table, surtout pour ne pas donc, tomber dans le problème donc, de la barre métallique qui est à l'extérieur, et ça va nous gêner au moment de la ponction.
Ici, on voit que l'aire de ponction, donc dans la position supine, donc vous avez les repères ici, la crête iliaque, vous avez la 11e côte, la 12e côte, la ligne axillaire postérieure, la limite. Pourquoi la limite? Parce que c'est la limite qui permet en fait de ponctionner dans une zone bien sécurisée, surtout pour l'atteinte digestive. Et donc, en général, la zone de ponction, elle siège à ce niveau-là, donc derrière la ligne axillaire postérieure et sous la 12e côte. Et cette région-là, en général, ça permet de bien ponctionner le calice inférieur et voire même, bien sûr, le calice moyen. Alors, quelle est la direction de cette ponction? Donc, dans la position supine, ce n'est pas la même chose que la position prone, c'est-à-dire qu'il faut aller dans un sens crânial, c'est-à-dire vers la tête du patient, et ascendant, donc en haut. Donc, c'est en travaillant donc, dans un plan un peu horizontal. Ici, on voit très très bien que la ponction supine, en fait, dans la position supine, on a les faisceaux radiologiques qui sont perpendiculaires à la ligne de ponction. Et de cette façon-là, la ponction en position supine, en général, elle est beaucoup plus simple pour ponctionner un calice. Parce qu'on est dans deux repères perpendiculaires et ça facilite le temps de la ponction. On voit très bien ici la comparaison entre la position supine, les faisceaux, donc les rayons X, ils viennent donc perpendiculaires par rapport à la ligne, à l'aiguille de ponction. Par contre, dans la position donc prone, on a les rayons X qui viennent, mais la ligne de ponction, elle est oblique. Et donc, la ponction donc, en position prone, elle n'est pas aussi simple, bien sûr, avec le temps, on peut toujours apprendre, mais ça peut être ça peut prendre un peu de temps par rapport à la position supine. Et donc, il faut dire que cette position-là, donc, comme ça a été bien décrit, donc dans la position donc, de Kaldakov, donc elle permet un double accès. On voit très bien ici qu'on a l'urétéroscope souple, il est là, on a le mini-néphroscope, et parfois même, on peut traiter le calcul par une vue endoscopique, en urétéroscopie souple. Ici, vous voyez le calcul, il est là. On a la fibre laser et on a le mini-néphroscope. Alors, on n'avait pas une bonne visibilité par le mini-néphroscope. Par contre, par l'urétéroscope souple, on voit très, très bien et on peut traiter. Donc, c'est la voie d'abord combinée. Donc, l'avantage de cette position supine. Il faut dire aussi qu'on dit que la position supine, elle ne peut pas traiter, elle est limitée pour le traitement des gros calculs. Ici, vous voyez, ici on a un gros calcul, presque un coralliforme, incomplet avec plusieurs calculs, donc en calice sup et moyen. Il a été traité en une seule séance par un abord combiné, donc urétéroscopie souple, mini-néphroscope, en position supine. Ici, on voit très très bien le dogme, soi-disant qu'on n'arrive pas à ponctionner le calice supérieur en position supine. Ici, vous voyez donc le mini-néphroscope qui ponctionne un calice moyen et on a une ponction ici du calice supérieur. Alors ici, dans ce travail, ici, en essayant, on ne va pas citer tous les avantages et les inconvénients de chaque position, mais si on voit donc, de première vue, on voit que la position supine, lorsqu'on parle des avantages, on voit beaucoup d'avantages de position supine par rapport à la position prone. Donc, et si on va essayer de voir quels sont les inconvénients ici, donc lorsqu'on voit la position prone, on voit un peu plus de position prone, un peu plus d'inconvénients, si on peut dire, entre parenthèses, de la position prone par rapport à la position supine. Donc, bien sûr, il faut repositionner le patient, il y a un problème anesthésique, la compression de la veine cave. Donc, parfois, on peut avoir même des problèmes thromboemboliques, surtout chez les patients donc, obèses. Elle ne permet pas un accès simultané, d'accord? Ici, on peut avoir aussi des inconvénients de la position supine. Comme j'ai dit tout à l'heure, donc parfois on a l'aire de ponction est peut-être limitée, donc on ne peut pas parfois faire plusieurs ponctions. Parfois l'abord du calice supérieur peut être difficile, bien sûr, avec le temps et l'expérience, on peut bien ponctionner donc le calice supérieur. Et donc on a donc voilà des avantages et des inconvénients de chaque technique. Et bien sûr, ça se voit donc en fonction de l'expérience du chirurgien. Donc les choses, ils s'affinent de plus en plus.
Alors, d'autres avantages lorsqu'on parle de la position supine, donc ce traitement combiné qui a été, donc un très beau papier qui a été fait par une équipe italienne, donc Cecilia Maria, donc qui a fait un très beau travail donc sur l'abord combiné, et donc ceci a permis de traiter donc des calculs qui sont complexes, des calculs du rein et de l'urtère. Et donc cette voie d'abord donc, a permis donc, une fragmentation complète des gros calculs, un accès à plusieurs calices et même donc, un contrôle endoscopique de la ponction, c'est-à-dire avec une sécurité très parfaite de la ponction. Ici, on voit très bien donc, cet abord-là lorsqu'on fait donc, cet abord combiné, donc, entre l'urétéroscopie souple et le mini-néphroscope. Donc ici, on voit très très bien que cet abord combiné, donc en fait, il permet de traiter à la fois donc plusieurs calculs et dans plusieurs localisations. Ici, alors, il y avait un souci donc de la position supine. On parlait donc l'abord du calice supérieur, il est difficile. Ici, on voit très bien que on peut aborder le calice supérieur par le calice inférieur. Et donc, il y avait un très beau papier qui a été fait donc, par Mario Sofer, c'est un Israélien, donc, qui a parlé donc, que dans 80% des cas, on peut aborder le calice supérieur en position supine, alors qu'en position prone, on ne l'aborde que dans 20% des cas. Et donc, ça prouve que donc, cet abord du calice supérieur peut être parfaitement fait en position supine. La deuxième chose aussi, on peut ponctionner donc, un calice supérieur donc, par une ponction avec l'habitude et l'expérience par une ponction supracostale. Donc aussi, il y a l'abord combiné qui permet en fait de pallier à ce problème du calice supérieur. Et la dernière chose, c'est qu'un beau papier aussi qui a été fait par notre ami et collègue, donc professeur Zartem Knes, donc qui a parlé sur ce qu'on appelle le déplacement rénal en bas, donc pour essayer de ponctionner en toute sécurité le calice supérieur. Alors, il y avait une discussion aussi sur le risque. Est-ce si on ponctionne un calice par rapport à la voie papillaire et par la voie non papillaire, est-ce qu'il y a un plus de risque hémorragie? Alors, un beau papier qui a été publié par Evangelos Liatsikos, c'est un grec, donc dans le journal Endourologie en 2017, et qui parle qu'il n'y a pas vraiment plus de risque si on ponctionne donc un calice, c'est-à-dire en extrapapillaire sur la tige calicielle, que par donc le fond de calice, on n'a pas plus de risque hémorragique. Ce risque qui a été longtemps donc comme un dogme qu'il faut absolument et obligatoirement ponctionner un fond de calice. Alors, la dernière chose qui est très discutée dans la position supine, est-ce qu'on a plus de risque d'atteinte digestive? Et bien, lorsqu'on voit ici dans ces images scanographiques, donc on voit ici donc la position supine. Vous voyez ici que la ligne de ponction, elle est en général loin de l'atteinte digestive. Par contre, en position prone, vous voyez ici, on aborde donc le rein par voie postérieure, mais quand même, on peut éventuellement, il y a un risque donc ici de toucher donc le digestif. Et donc, si on voit ici dans cette image, très belle image donc de dissection qui a été faite par notre professeur Valdivia, on voyait très bien ici donc l'abord par voie supine et que le digestif, tout le digestif, il est en avant. Et l'abord en position supine, donc c'est une voie d'abord donc très très sécurisée et que le digestif il reste très loin donc par rapport à l'angle de ponction. Et bien sûr, il faut respecter cette ligne donc la ligne axillaire postérieure et rester sur cette ligne. En général, on sera très loin du digestif. Et bien sûr, toujours ici, comme on parlait, donc bien sûr, il faut toujours vérifier ça avant par le scanner et éliminer qu'il n'y a pas bien sûr un côlon rétrorénal qui est en fait, c'est pas très très fréquent, il n'est pas très fréquent, mais quand même, il faut l'éliminer par un scanner avant le geste. La deuxième limite, ou une autre limite qui peut être parfois effrayante pour les gens qui font beaucoup plus de la position prone, ils disent que le rein il est toujours mobile. Alors, dans la pratique,
pas tous les reins ils sont mobiles. Parfois, on a ce problème de mobilité. Donc, il y a des astuces qui peuvent pallier à ce problème de mobilité. Donc, Valdivia, il a proposé ce qu'on appelle la barre métallique, donc contrôle latéral pour essayer de bloquer le rein. Nous, on fait donc sur la pratique, on utilise la main, on va s'éradier un petit peu au moment du geste, au moment de la ponction ou au moment de la dilatation. Un autre astuce aussi, on peut demander à l'anesthésiste pour qu'il nous fasse un apnée au moment de la ponction et de la dilatation, donc pour que le rein il reste stable. La deuxième chose aussi, on peut donc aussi en utilisant cette fameuse aiguille, donc on peut ponctionner par une aiguille et donc on peut bloquer le rein par une aiguille et faire la ponction d'un autre calice par une autre aiguille. Donc ça aussi permet aussi de pallier à ce problème de mobilité du rein. Dernière astuce, si on arrive à passer le guide dans l'urétère, on peut les récupérer par en bas et on a deux points fixes, faire sortir pour essayer de bloquer ce rein pour pallier à ce problème de mobilité. Alors, cette position, elle trouve tout son avantage, en particulier chez les patients obèses. Vous voyez ici la dernière patiente que j'ai faite. C'est une patiente qui pèse à peu près 100 kg. Et donc, on a installé en position supine sans aucun problème, en utilisant des élastos pour essayer de pousser un petit peu donc, la paroi donc, et la masse graisseuse. Ici, vous voyez bien que cette position peut être utilisée aussi chez les enfants. C'est un enfant de 11 mois, chez qui donc une mini NLPC qui a été réalisée en position supine. Alors, si on voit bien sûr, en revenant à la recommandation, donc pour conclure cette présentation, il faut dire que les deux voies d'abord, donc prone et supine, sur le plan de sécurité, ils sont égales, bien sûr, mais on a plus d'avantages, bien sûr, avec la position supine. Et ceci peut encourager, bien sûr, les urologues qui veulent s'y mettre à cette technique. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas être très dérangé par le repositionnement du patient, on ne sera pas très dérangé avec l'anesthésiste. Mais bien sûr, ici, dans ce travail, donc, il faut bien sûr avoir une table qui est bien faite pour cette position-là, avoir du matériel et aussi pour permettre en fait un abord combiné, donc un traitement par voie haute et par voie basse. Alors, en revenant un petit peu sur la littérature, donc sur les deux techniques, en général, sur le plan résultats et complications, ils sont comparables, avec plus d'avantages pour la position supine en matière de durée opératoire, qui est plus courte, avec plus ou moins parfois dans certains écrits une baisse de perte sanguine et une diminution de la douleur post-opératoire et une récupération beaucoup plus rapide que par la position prone. La même chose dans ce travail. Et donc, pour conclure, il faut dire que donc, cette technique de la chirurgie percutanée qui a été donc inventée donc, depuis les années 50, elle ne cesse pas donc, d'évoluer, aussi bien dans la position, aussi bien dans la nouvelle technologie actuellement, la nouvelle génération de laser. Et donc, il faut que aussi nos urologues doivent s'adapter à cette nouvelle technique et éventuellement, pourquoi pas, à penser à changer. Parfois, c'est très difficile de changer une technique, surtout par les anciens qui ont eu l'habitude de la faire, mais peut-être pour les jeunes qui veulent s'y mettre dans cette technique, à adopter cette voie d'abord, au moins une seule fois, et puis peut-être, pourquoi pas, l'adopter par la suite. Et voilà, donc je vous remercie.